Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est présenté comme un afro-optimiste, un chantre de l'émergence, un symbole de la nouvelle Afrique. Il est le fondateur du Club 2030 africain, think tank, dont la mission principale, évidemment, est de mettre ses compétences au service de l'émergence du continent africain. Khaled Igué, bonsoir. Bonsoir, M. Paraiso. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'aurais pu rajouter à votre présentation, en fait, que depuis quelques jours, vous faites désormais partie des 100 personnalités de moins de 40 ans qui sont considérées comme les plus innovantes, les plus créatives dans le monde. J'imagine que c'est une fierté. C'est une fierté, c'est une récompense et c'est un encouragement surtout, c'est comme ça que je le vois. C'est un encouragement à aller de l'avant, à continuer à porter ce plaidoyer pour l'Afrique, qui est un plaidoyer de renaissance, qui est un plaidoyer de grandeur aussi, de dire que notre continent est capable et que nous, Africains, sommes capables de porter le continent. Comment on réagit généralement quand on apprend qu'on est nominé dans la liste des 100 meilleurs, on va dire ça, leaders mondiaux, jeunes leaders mondiaux? Avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité parce que je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui méritent ce titre. Oui. Bon, fort heureusement, il y en a 100 et j'en fais partie. Avec beaucoup d'humilité et on se dit surtout que ce n'est pas une fin, mais c'est le début de quelque chose. C'est parce qu'à partir de ce moment-là, on est prédestiné à accompagner quelque chose, à accompagner cette vision du monde qui est une vision multilatéraliste, cette vision du monde qui consiste à dire que le monde peut rester ouvert et que chacun peut jouer sa partition et que notre continent a surtout sa partition à jouer. Comment l'avez-vous appris? Non, c'est quand même un long processus. Ça paraît d'être juste comme ça du jour au lendemain. C'est quand même un long processus parce que vous êtes d'abord repéré, vous êtes coopté, vous êtes interviewé, vous avez quand même tout un processus qui fait un parcours qui fait finalement que vous êtes à la fin nommé Young Global Leader du World Economic Forum. Donc c'est quand même un parcours qui est mérité. Donc je pense que chaque personne qui y est mérite finalement d'y être. Vous méritez au même titre que Emmanuel Macron finalement, qui a été lauréat nominé en 2016. Exactement, c'est ça. Je crois qu'il y a une pluralité de parcours, c'est ce qui est intéressant. Il y en a qui sont politiques, il y en a qui viennent de la société civile, il y en a qui viennent des entreprises. Donc c'est même vu des sportifs. Il y a des sportifs. Dans votre liste de cette année. Oui, il y a quelqu'un qui fait le Formule 1, de la Formule 1 dans la liste. Oui, il y a un Français aussi, Flamini. Oui, il y a un footballeur qui a joué à Arsenal. Donc vous voyez, c'est génial. Il y a une actrice. Et il y a aussi des journalistes de haut niveau qui sont dans cette liste. Et c'est ce que je trouve génial. Et ce qui est beaucoup plus fort, en fait, c'est à un seul moment, vous faites partie d'un réseau mondial. Et ça, c'est exceptionnel, en fait. Vous pouvez contacter les personnes qui sont dans la même cohorte que vous, partout où ils sont dans le monde. Vous pouvez échanger sur des problématiques qui ne sont pas inhérentes, en fait, finalement, à notre continent, mais un peu partout dans le monde. Et ça, c'est génial. Tiens, puisque vous en parlez, qu'est-ce que ça change à votre quotidien désormais? Vous êtes plus interviewé, invité sur les plateaux, on demande plus d'autographes, c'est comment? Faites-moi rêver. En ce qui me concerne, je faisais déjà un peu de plateau puisque je porte des idées avec le think tank, donc j'étais déjà amené à beaucoup m'exprimer. Ça change quelque chose quand même parce que ça change un intérêt. Les gens se disent automatiquement, si vous en êtes là, c'est parce que vous avez prouvé quelque chose, vous êtes capable de quelque chose. Donc les gens aussi, en vous regardant, se disent, ah oui, nous avons quelque chose à échanger avec cette personne-là. Cette personne a quelque chose à apporter. Donc allons discuter avec cette personne. C'est vrai que ça fait un peu rêver, c'est l'objet de la chose. Et moi, je trouve ça bien quand même qu'à un moment donné, qu'il y ait un peu des distinctions qui viennent sanctionner des parcours qui donne plus envie aux gens d'avancer. Et le fait que l'Afrique soit bien représentée cette année, parce qu'il y a quand même 10 Africains qui sont représentés, je ne suis pas seul, moi, ça me fait vraiment plaisir de voir ça, de me dire que ma génération, finalement, est vraiment capable de jouer au même niveau que les leaders du monde entier. On est jeunes leaders aujourd'hui, demain, on sera appelés à faire des choses, et c'est bien qu'on soit présent. Cette nomination, elle vient récompenser une idée. C'est le think tank dont je parlais au début de cette émission, c'est ça? Ça vient recommencer, oui, une idée, un travail. Un travail, et puis je vais dire surtout une vision et une conviction aussi. Une conviction qu'on peut trouver des solutions africaines aux défis du continent africain. C'est un slogan, mais c'est une conviction. C'est une conviction profonde de dire que nous, Africains, nous pouvons trouver des solutions aux problèmes de notre continent en partant de nos valeurs.
c'est plus qu'un slogan, c'est une conviction. Et c'est cette conviction qui conduit un peu toutes les actions que nous mettons en place. C'est ça qui dirige même notre manière de réfléchir, de trouver des solutions, d'innover, de faire des recommandations. C'est ça que nous regardons surtout. Pourquoi 2030 ? Pourquoi pas 2025, 2028 et 2045 ? Parce que c'est un cap, en fait. Tout simplement parce que c'est un cap. On parle des agendas des Nations Unies à horizon 2030. Oui. Donc, c'est un cap. C'est-à-dire que si vous regardez les plans d'émergence, vous entendez souvent 2030, 2025. Et nous, on s'est dit, écoutez, si les pays africains doivent être émergents à cet horizon-là, parce que c'est un horizon, il faudrait que les politiques publiques soient définies. Il faut que les questions d'éducation soient définies et mises en place. Les questions de santé, d'énergie, d'agriculture. Et moi, ma génération, elle ne conçoit pas ces politiques publiques sans le numérique. C'est ça qui va transformer les politiques publiques. C'est ça qui va permettre à l'Afrique d'avoir tout de suite une nouvelle dimension. Et c'est pour ça que nous avons mis cet horizon de 2030. Donc, c'est juste un cap. Un cap. Alors, concrètement, ce think tank, présentez-le-nous. Club 2030 Afrique part de l'idée que si on veut développer nos pays, il faudrait à un moment que les parties prenantes du développement soient réunies autour de la table. Oui. Les hommes politiques, les entreprises, la société civile. Et c'est ça l'idée, en fait. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à débattre à un moment de ce qui est important pour nous, de ce qui est essentiel, il n'y a pas de développement. Vous dites que le cloisonnement n'est plus possible aujourd'hui. Ce n'est plus possible et ce n'est plus d'actualité, ce n'est plus possible. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les politiques ont atteint des limites en termes de poche d'emploi. Et nous avons notre démographie qui augmente de 10% tous les ans. Nous avons 10 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail tous les ans. Nous avons la moitié de notre population qui a moins de 30 ans. Et les politiques ont atteint leurs limites. Donc, il faut que les entreprises créent des emplois. Vous ne pouvez pas cloisonner. Il faut que les politiques créent les conditions qui permettent aux entreprises de créer des emplois. Et il faut que la société civile, qui a toujours été un facteur de progrès social, joue sur sa partition. Il faut que cette société civile accompagne avec l'expertise. Et ça, on en a besoin. Donc, le cloisonnement, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Pourquoi aussi ? Parce que l'information, nous l'avons aujourd'hui. Il n'y a plus de cloisonnement. Internet donne l'information. Les jeunes, que ce soit à Cotonou, à Abidjan, au Zimbabwe, partout ont l'information. Ça existe. Donc, à partir du moment où les gens ont l'information, ils ont envie d'agir. Donc, il faut donner un espace, il faut donner une plateforme, une possibilité aux gens de s'exprimer. Et c'est ce que nous essayons de véhiculer. Non seulement nous mettons ensemble tous les acteurs pour dialoguer, pour sortir les meilleures recommandations, mais aussi nous sensibilisons le public. C'est-à-dire que nous permettons au public d'avoir accès à l'information. Et c'est ce que nous faisons avec cette plateforme. Alors, qui fait partie de cette plateforme ? Comment travaillez-vous et comment produisez-vous de nouvelles idées de développement ? C'est une très belle question. Aujourd'hui, dans la direction de la plateforme du think tank, vous avez au moins 14 à 15 personnes qui sont des ingénieurs, des économistes, des cadres, qui viennent d'un peu partout. Partout en Afrique, de la France, dans l'Afrique subsaharienne et du Maghreb, qui constituent l'équipe dirigeante du think tank. À côté, vous avez un comité directeur qui sont des sachants, en fait, qui sont des gens qui sont directeurs d'entreprise, qui sont dans la société civile, qui nous aident dans le brainstorming pour nous aider à réfléchir aux thématiques qu'on va développer. Et vous avez un conseil d'orientation qui est composé de personnalités avec qui nous échangeons, que nous invitons lors de nos événements. Il y a un point important, c'est-à-dire que nous avons monté il y a quelques années ce qu'on appelle Africa Time for a New Deal. C'est un nouveau deal pour l'Afrique. Et c'est un événement que nous organisons annuellement où nous rassemblons les personnalités de tous les bords, comme je l'ai dit tout à l'heure, des entreprises, des politiques et de la société civile, pour débattre sur des sujets importants pour le continent. Les recommandations, nous les envoyons au gouvernement avec qui nous échangeons. Nous les envoyons aux entreprises et nous envoyons ça à la société civile avec qui nous travaillons, que nous appelons des do tanks. Exactement. Vous dites des sujets qui sont importants. Lesquels, par exemple ? Le sujet de l'emploi, le sujet des énergies renouvelables, le sujet de l'écologie pour l'Afrique, le sujet du terrorisme, tous les sujets qui sont importants au développement de nos continents. Et avec une précision sur les politiques publiques. Pourquoi ? Parce que si nous n'avons pas d'éducation, il n'y a pas de développement. Si nous ne soignons pas nos compatriotes, il n'y a pas de développement. Vous ne pensez pas que nos dirigeants ne sont pas au courant de ça ? Attention. Pourquoi les think tanks aujourd'hui ont autant la cote ? Que ce soit aux États-Unis, en Europe, ou aujourd'hui de plus en plus en Afrique. C'est juste la mode. Non, ce n'est pas un phénomène de mode. Pardonnez-moi. Pourquoi ? Les dirigeants politiques ont un agenda. D'abord, vous commencez par élire un dirigeant pour une période donnée. Il y a un terme, d'accord ? Donc, il a un agenda à implémenter, à mettre en place. Il se fait qu'il y a des choses qui relèvent de la prospective. 10 ans, 15 ans, 20 ans, des réflexions à faire. C'est pour ça qu'on a des ministres de la prospective. Ils ont des ministres de la prospective, mais qui sont confrontés aux problèmes du quotidien.
C'est ça le truc. Et ces ministres de la prospective ont besoin d'organes de réflexion. Oui. Et ces organes de réflexion, ce sont les think tanks. Ils sont là justement pour réfléchir, pour faire de la prospective et pour rendre beaucoup plus concrètes les recherches qui sont faites, pour pouvoir proposer des recommandations beaucoup plus opérationnelles. On monographie rapidement le continent et on se dit dans les 10, les 15, allez, à l'horizon 2030, quelles sont les bases à ne pas manquer pour pouvoir, même si on n'atteint pas l'émergence, qu'on prenne le décollage de l'émergence. Je vais vous étonner. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important pour nous aujourd'hui en tant qu'Africains. C'est que nous devons définir les leviers, les indicateurs qui nous correspondent et qui vont définir le développement que nous allons atteindre. Ce n'est pas le cas pour l'instant? Ce n'est pas le cas pour l'instant. Allons-y. Aujourd'hui, nous courons tous derrière la croissance macroéconomique. Oui. Mais est-ce qu'au fond, c'est la croissance macroéconomique qui doit diriger notre manière de voir le développement? Est-ce que ce n'est pas le bien-être? Ça, c'est une question. Est-ce qu'on ne peut avoir pas un indice du bien-être? Est-ce qu'en termes de production d'énergie, on ne devrait pas les champions d'énergie renouvelable puisqu'on a 300 jours d'ensoleillement par an? C'est une question. On est d'accord? En termes d'agriculture, quel type d'agriculture nous voyons pour le continent à horizon 2030? Oui. En termes d'éducation, est-ce que lorsqu'on a une population qui augmente de 10% tous les ans, on est capable de continuer à éduquer comme on le fait aujourd'hui? Et en quoi le numérique peut jouer un rôle à ce moment-là? Vous voyez, quand on pose déjà ces bases, un gouvernement qui est en train de travailler au jour le jour a du mal à voir ça déjà quand on pose déjà ces bases. Oui. Et c'est ça qui doit diriger notre manière de penser. Donc c'est ça que je vous dis. Si on pose concrètement aujourd'hui, c'est de se dire dans 15 ans, d'accord, lorsque nous avons une population d'enfants de 2 à 15 ans qui double presque en 15 ans, comment nous arrivons à les éduquer? Comment on fait pour ne pas en faire une bombe à retardement? C'est ça le côté pratique des think tanks. C'est d'identifier alors là les manières, les recommandations, les solutions pratiques que les politiques pourront mettre en place justement pour arriver à résoudre ce genre de problème. Quand vous produisez pour les États, vous produisez pour des organismes, des institutions, peut-être même des entreprises qui veulent s'installer sur le continent, que deviennent vos productions? Est-ce que c'est appliqué à 100% ou la réflexion se poursuit? La réflexion se poursuit. Oui. Nous ne sommes pas garants de l'application de nos recommandations. Ce que nous faisons, c'est d'accompagner l'application de ces recommandations par l'explication, la sensibilisation et de la pédagogie. C'est ce que nous faisons. Et c'est ça qui est important en fait. Et dans ce cadre, il faut noter quand même que les gens sont beaucoup plus de sensibilité. Les gens beaucoup plus de sensibilité sont de plus en plus sensibles à ces recommandations-là parce que le monde va très vite. Vous prenez donc ce nouveau modèle de développement pour le continent. Vous dites, pendant les 50 dernières années, on s'est calqué sur des choses qui venaient de l'Occident. On prenait tout. Vous parliez, par exemple, de l'indice du bien-être. Là, par exemple, en disant, désormais, on peut s'asseoir pour dire, bon, ce n'est pas forcément la macroéconomie qui fait le développement dans un... Mais comment faites-vous pour changer les mentalités sur le continent? Parce que aussi ça, c'est difficile. Mais c'est difficile, mais il y a quelque chose qui est en train de changer. C'est le cours, moi, ce que j'appelle le cours et le sens de l'histoire. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'information, le fait d'avoir l'information. Ça, c'est capital. Je vous donne un exemple. Après les indépendances, d'accord, vous prenez un pays comme le Bénin, dont je suis issu, on avait à peine 10% de la population qui était formée. Après les indépendances, j'ai vérifié avant de venir sur votre plateau. Aujourd'hui, il y a plus de 50% de la population qui est formée. En 50 ans, 60 ans. Moi, mon grand-père était analphabète. Mon père a un doctorat. D'accord? Moi, je suis formé aussi. C'est ça le miracle de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on a accès à l'information. Donc, d'une génération sur l'autre, les choses peuvent changer complètement. Laissez-moi vous dire. Imaginez un moment qu'après les indépendances, les pays africains aient pris conscience, en fait, que le soleil, c'était une force pour eux. On serait les premiers aujourd'hui à produire dans les énergies renouvelables. Surtout le solaire. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc, c'est ça se joue là. Donc, on a attendu qu'il y ait eu une prise de conscience mondiale. On n'a pas investi dans la recherche et le développement. C'est les pays occidentaux qui ont beaucoup plus investi parce qu'on est arrivé à la fin d'utilisation des énergies polluantes, si on va dire ça comme ça, et tout, que l'Afrique a pris conscience que oui, on a une force qui est le solaire. Il faut qu'on produise en masse. Donc c'est ça que je suis en train de dire. Si à un moment, nous, pays africains, prenons la décision de définir les indicateurs qui drivent notre développement, nous pouvons devenir les premiers.
comme aussi l'idée du Fonds solidaire que vous agitez depuis quelque temps. Est-ce que ce Fonds solidaire participe justement à ce changement de paradigme? Totalement. Parce que je crois à la globalité, en fait. Le Fonds solidaire, pour moi, lorsque j'en parle, c'est quelque chose qui apporte au-delà du micro-capital ou du microfinancement à des populations, mais apporte la santé, l'éducation. C'est-à-dire que dans une solution, vous appelez pas mal de paramètres. Parce que la question en jeu, ce n'est pas juste une question de financement, c'est une question de bien-être global. Vous ne pouvez pas demander à une personne qui se lève tous les jours, qui va au matin, qui travaille, mais qui à côté n'a pas son enfant qui va à l'école et en même temps n'a pas son enfant qui soit soigné. Ça n'a pas de sens. Il faut à un moment donné trouver des solutions beaucoup plus globales. Je veux qu'on s'inspire de ce qui est fait ailleurs. Je ne veux pas qu'on copie, mais je veux qu'on s'inspire. Où en êtes-vous d'ailleurs avec cette idée? On peut juste raconter à nos téléspectateurs. En fait, vous imaginez que les diasporas, à commencer par la diaspora de votre pays, qui a à peu près 2 millions à l'étranger, puissent contribuer à entre 100 et 1000 euros par an à un fonds de solidarité, parce que vous dites, il n'est pas normal que des Béninois vivent à l'extérieur, gagnent 100 fois, 600 fois plus que ceux qui sont au pays, et ne pas contribuer au développement. Moi, le premier, parce que quand on veut faire des choses, il faut être soi-même un exemple. Au fait, je dis aujourd'hui que si vous regardez le Bénin, nous sommes à peu près 11 millions d'habitants et nous sommes 2 millions à l'étranger. Aujourd'hui, cette force de 2 millions qui gagne, comme vous dites, 200, 300 fois en moyenne, je ne sais pas combien de plus que ceux qui sont là-bas, ils ont un rôle à jouer. Parce qu'on n'a qu'un seul pays, on n'en a pas deux. On est boué de la diaspora, on vient du Bénin, on n'a qu'un seul pays. Ce qu'on peut faire est immense. Vous savez pourquoi? Déjà, cette population de 2 millions est très éduquée. Elle a l'expertise, elle a la technologie, elle a le financement. Mais ce n'est pas facile de retourner au pays. Il ne s'agit pas de retourner. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de travailler à distance. J'ai créé le Think Tank Club 2030 Afrique. Aujourd'hui, je vis à Paris. Ce Think Tank, il est présent en France, mais il est présent aussi en Afrique. Et on a une plateforme avec 20 représentants dans 20 pays africains. Donc, on n'a plus besoin d'être forcément sur place pour faire quelque chose. Avec le numérique, avec le téléphone portable, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui? Dites-moi. Donc, monter un fonds qui permet d'accompagner de façon solidaire le développement sur place, c'est donner aux autres l'envie de venir. Vous donnez aux autres institutions l'envie de venir et aux entreprises. Aujourd'hui, les entreprises qui font la raison sociale d'entreprise, ces entreprises ont envie d'investir dans des choses concrètes, dans des choses qui ont un impact. Donc, si on donne la voix, les entreprises viendront. Et c'est pour ça que je pense que les diasporas ont une partition à jouer. Les diasporas représentent une partie de la solution, à condition qu'elles prennent conscience. Juste, ce sera ma dernière question. Où en êtes-vous justement pour la mise en place de ce fonds? On est dans une stade de préfiguration. Pourquoi? Parce que pour faire un travail de ce genre, il faut déjà mobiliser les énergies. Il faut partager l'information. Et heureusement, ça reçoit vraiment... c'est vraiment bien reçu ce fonds-là, ce fonds solidaire. Et j'espère, c'est pas forcément moi qui vais le faire, parce que moi je le porte en tant que think tank, en tant que laboratoire d'idées. Donc c'est pas forcément Khaled Digué qui va mettre en place ce fonds. Mais d'ici là, je suis sûr que je trouverai l'institution qui le mettra en place. Si en 2030, l'Afrique n'a pas atteint l'émergence, le think tank change de nom ou disparaît? Il ne disparaîtra jamais. Ça, soyez-en sûrs, il sera toujours là. Il deviendra peut-être l'Institut africain du savoir, qui sait. Khaled Digué, merci infiniment. Merci beaucoup. Fondateur du Club 2030 Afrique, un think tank donc, dont la mission principale est de mettre ses compétences au service de l'émergence du continent africain. Et ce que nos téléspectateurs ne savent pas, Khaled, et que je vais leur dévoiler, c'est que en dehors de votre engagement en faveur du continent, vous êtes aussi directeur des départements publics et institutionnels à l'Office chérifien des phosphates. C'est ça, je suis responsable des partenariats publics institutionnels pour l'Office chérifien des phosphates, qui travaille beaucoup dans le secteur de l'agriculture. Et surtout que le Maroc a l'ambition de développer le partenariat avec le continent africain. C'est un très bel exemple de partenariat sud-sud. Merci infiniment. Merci beaucoup, M. Parisot. Merci pour votre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.